Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate. On est lundi soir, il est 20h45 et c'est le moment pour nous de parler encore de NFL après ce dimanche rocambolesque, je pense que c'est le mot, chargé en émotions et en t-shirts envoyés dans les tribunes. On va parler bien entendu, vous l'avez compris, de Antonio Brown et de sa dernière frasque parce que c'est peut-être bien la dernière pour le coup, et des conséquences que ça peut avoir avec un peu moins drôle du coup pour les Buccaneers. On parlera aussi de Matthew Stafford et des Rams. On avait commencé à en parler un petit peu hier. On va creuser le sujet parce que effectivement il y a peut-être quelques petites choses qui iraient pas forcément très bien du côté du quarterback des Rams. Et puis on terminera bien entendu par l'affiche de ce soir entre les Browns et les Steelers pour potentiellement la dernière de Big Ben au Heinz Field. Et pour m'accompagner ce soir, les mêmes qu'hier soir, Bertrand, Mika et Flav. Ça va les gars ? Très bien. Ça va. Salut tout le monde. Bon. Alors, rapidement avant qu'on commence sur Antonio Brown, etc., est-ce que vous pouvez me donner chacun le petit truc qui vous a marqué hier soir ? Je commence ? Hormis Antonio Brown. Oh, oui, vas-y, commence. Honneur aux Packers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Honneur aux Packers pour la victoire, surtout pour la first seed en NFC. On l'attendait du côté de Green Bay. Ils ont fait ce qu'il fallait, mission accomplie. On aura une semaine de repos par rapport aux autres équipes. Et on va jouer tous les matchs, hormis le Super Bowl éventuel, à la maison. Donc, plutôt une très bonne nouvelle du côté de Green Bay. On a mis en tout cas tout ce qu'il fallait de notre côté maintenant pour réussir en play-off. Donc, ça tient qu'à nous. Exactement. Et en plus, l'orteil. Le cadre jaune et vert, le cadre pour les Packers. Voilà. C'est un cadre Packers. Voilà. Bravo. Et Charles est un supporter des Packers en fait dans l'âme. Mais en fait, tu le sais pas. Voilà, mais je suis un grand fan. Il a un chapeau fromage chez lui. C'est ça. Je voulais pas encore sortir. Me tente pas si jamais ils vont au Super Bowl. Non, alors tu t'y tiens s'ils y vont au Super Bowl ? Tu le mets ? Ouais, alors il faudra quand même que il y a 2 semaines entre la finale de conf et le Super Bowl. Ouais, je sais pas si Amazon il y aura ça dessus. Enfin bon, on verra. Mais en tout cas ouais, je pense qu'on trouvera ça. Plus sérieusement, Prono USA et First and Bet sur Twitter si vous les connaissez, 2 tipsters très 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 sympas, ont lancé un petit concours pour entre, on va dire, dans un petit groupe avec Benjamin Bernard, Peter Anderson, nous et d'autres tipsters, pour savoir quel était notre favori pour le Super Bowl. Et aujourd'hui, j'ai voté et j'ai mis les Packers. Voilà. Juste. Ok. Juste. Voilà. Il nous a même pas consulté. Il nous a même pas. Non, il a fait ça tout seul. Il nous balance ça comme ça. Ouais, non, mais... J'ai voté Packers. C'est toi le chef. Flav. J'hésitais entre les Ravens, mais je pense qu'on pourra en parler rapidement quand on va parler de Matthew Stafford et le match d'hier, donc je vais aller plutôt sur les Bengals. Les Bengals de Cincinnati qu'on disait très irréguliers et qui sont en train de montrer qu'au moins offensivement ça tient vraiment la route cette année. À mon avis, pour ceux qui découvrent la NFL cette année, ils vont gagner quelques fans, les Bengals, parce qu'on s'ennuie jamais dans leur match, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, les rabat-joie diront que leur victoire d'hier tient à des flags qui ont été lancés en 4e tentative, mais moi je vais retenir quand même que c'est une équipe qui a pas lâché. En début de match, c'était pas simple pour eux, et ils ont quand même tenu, et ils vont s'offrir la FC Nord qui était très disputée une semaine avant la fin. Alors qu'on disait que ça allait être disputé jusqu'au bout, ils ont réussi à aller la décrocher avant. Donc bravo aux Bengals. Et ça va peut-être manquer un petit peu de justesse défensive dans les moments importants, peut-être un peu d'expérience et tout, mais ça n'en reste pas moins une belle saison pour eux. Et à mon avis, ils ont de quoi faire trembler quelques équipes en play-off.
Il y a C'est moyen une qu'on équipe les jeune, en revoie. plus, hein. Ouais, voilà. Il y a moyen qu'on les Ouais. revoie à ce Une stade-là équipe pendant très jeune Mais encore. là, plusieurs années. Mais là, c'est surtout qu'ils ont réussi par rapport à d'autres équipes à trouver un équilibre, même en étant jeunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront envieuses de la manière dont ça s'est passé, puisqu'il y a vraiment une bonne connexion entre Burrow, Chase, Higgins, Même Boyd et Higgins, puis ouais. Joe Mixon. Non, mais il faut surtout rappeler la rapidité. Burrow est arrivé l'année dernière et il n'a pas joué Ouais, la il moitié s'est de la blessé. saison. Il s'est blessé. Donc, la rapidité D'ailleurs, il y a eu avec la laquelle petite alerte. Il y a eu la petite constitué alerte une hier équipe, aussi. Il y a eu son genou Oui. qui on a Ouais. commencé à tous avoir peur. Oui, tout le monde était là. Ouais. Burrow, qu'est-ce qu'il... Mais Non, après, non, pas effectivement, maintenant. la gestion de la 4e tentative à 50 secondes de la fin, Parce que on peut il débattre dessus, hein, parce que il franchement, faut la tenter une fois. C'est une chose de la oui, tenter mais une pas fois. deux. Et il y a une offsetting Ouais. penalties qui remet une 4e Mhm. tentative. Et il y retourne. Il y retourne Ouais. en 4e. Et là, ils reprennent pénalité avec first down automatique parce que c'est un holding. Mais tu te dis, non seulement déjà la tenter une fois, alors que tu pouvais te contenter de prendre 3 points et C'est ça. d'éventuellement avoir 7 points d'avance. Non, les mecs, ils y vont une fois. Ça a failli pas passer. Ils ont failli se retrouver avec un Deux turnover fois. on down. Ouais, Et il y retourne. Mm. Tu vois. On parlait de Baltimore et des choix la dernière fois un peu discutables de savoir s'il fallait jouer à 2 points ou à 1 point la conversion. Là, si ça rate, Typiquement, c'en est un. c'est pareil. Hein. Ça veut aussi être très controversé comme décision. Effectivement. Et puis, Jamar Chase qui fait un match Ah juste ouais. déliirant Incroyable. et qui, je pense, vient de signer en bas de la feuille pour le rookie offensif Là, de je l'année. pense que Je pense qu'il n'y a pas trop c'est de bien débat parti. à avoir là-dessus. Record de yards pour un rookie. Il a battu Justin Jefferson, du coup. Donc, en 2 années de suite, on a eu deux records battus d'affilée. Absolument incroyable. Bertrand. Bah moi, c'est plutôt sur tout l'ensemble des matchs. Et je trouve beaucoup de matchs qui ont été accrochés, à part celui des Patriots, hein, où ça a été vite réglé. Mais malgré tout, ça a fait plaisir quand même de voir que même des matchs que l'on donnait gagnants à certains ont été vivement accrochés. Alors, la plupart de ceux qu'on voyait gagnants ont gagné, mais ils ont bien eu du mal, malgré tout, sur pas mal de rencontres. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je suivais ça d'un œil avec Antonio Brown, qui nous a pris un petit peu de temps dans la soirée. Mais pour le coup, j'ai remarqué ça et ça m'a fait plaisir parce que je me dis aussi, et je fais une petite digression là-dessus, c'est que par rapport au coach, c'est là qu'on voit que par Matt Nagy, qui est vraiment en danger, plus que l'homogénéité des équipes et le fait qu'il n'y ait pas trop de grosses catastrophes industrielles fait que il n'y a pas forcément des coachs où on se dit tout de suite ils vont partir à la fin de la saison aussi rapidement. Donc franchement, j'ai bien aimé ce côté accroché à la 17e semaine. Pardon. 17e semaine. Et pour ma part, ce sera à la fois les Jets et Tom Brady, parce que les Jets ont fait un match vraiment super solide, auraient sans doute mérité de gagner, mais ils ont laissé 2 minutes à Tom Brady et c'était 2 minutes de trop. Et eux Et aussi, ce drive. Eux aussi, ils ont joué une quatrième tout proche de leur ligne. Hein. Exactement. Et qui a fait Et Tom Brady fait briller. Une quatrième et deux, ils veulent faire un QB sneak et Wilson se fait arrêter et derrière Brady qui remonte le terrain. Et il va même pas chercher Gronk. Non. Il va même pas chercher Gronk à la fin, il va chercher pas un illustre connu, mais presque, puisque. Mais bon. Pour revenir sur le Gronk, quand même, ça fait quelques semaines justement que c'est compliqué pour lui. Du côté de Tampa, et même son coach en a parlé en conférence de presse en disant qu'il attendait beaucoup plus de lui sur cette fin de saison. Il fait ses yards, mais ça s'arrête là. Et hier soir, il échappe un ballon de touchdown, dans la end zone, de touchdown, qui d'ailleurs, je crois que si juste après c'est Cameron Brate, c'est Brate qui. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je croyais qu'elle était un peu haute à vitesse réelle, et en fait non. Et en fait pas du tout. Elle est vraiment entre ses mains, et c'est lui qui la rate. Bien. C'est lui qui la rate. Salut Biotime, et puis bonjour à tous ceux qui sont sur le chat ce soir. Et on va commencer avec, du coup, ça fait le lien avec notre sujet principal du soir. Antonio Brown ne fait plus partie des Tampa Bay Buccaneers. Bon, alors, rappel rapide des faits hier soir, à un moment dans le match. Sans prévenir, on voit Antonio sorti de nulle part. On voit Antonio Brown qui
qui Ouais, retire, si tu merci veux. pour la précision, qui retire Voilà. son maillot, ses I'm pads. back. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. I'm back. TM. Benjamin Bernard. C'est I'm leave. C'est ça. Sam Levy. Il retire ses pads, il retire tout, il le balance dans le stade, il fait des signes de la victoire, il traverse le terrain et il rentre au vestiaire. Bon. Alors sur le coup, je pense que personne n'a compris. Et puis petit à petit, les informations sont arrivées. Et puis petit à petit, on a bien compris que c'était la dernière fois qu'on voyait Antonio Brown sous le maillot des Buccaneers. Bertrand, c'est toi qui as du coup couvert hier l'affaire Antonio Brown. Il en est pas à son coup d'essai. Et là, très clairement, c'est pas comment dire. On pouvait s'attendre à ce qu'à un moment donné, il pète un plomb pour rien au final, on sait pas trop parce qu'il dit qu'il était blessé. Au final, Bruce Arians tout à l'heure en conférence de presse a dit j'étais pas au courant qu'il était blessé. Qui croire? Là pour le coup, je serais plus partisan de croire malgré tout Bruce Arians parce que je vois pas, à part l'intérêt de pas perdre la face vis-à-vis de Antonio Brown, pour le coup, je vois pas l'intérêt de raconter des cracks par rapport à ça. Après, Antonio Brown, on sait le joueur que c'est. Je serais même pas surpris qu'il n'ait pas une autre possibilité dans une autre équipe. Quand on voit le cas de George Gordon, qui n'a multiplié les équipes avec son problème de drogue et qui, pour le coup, a toujours donné une chance. C'est vrai que là, il met la barre très très haute, mais comme c'est une ligue spectacle, je suis pas certain qu'il n'y ait pas une équipe, vu qu'il peut être sur le waiver, à un moment donné, s'il n'est pas, c'est pas réclamé sur le waiver, il peut être agent libre, qu'il soit pas pris par une autre équipe après tout. Alors peut-être dans un laps de temps un peu plus loin, mais je serais pas étonné. Et pour le coup, oui, toutes les cases sont pas cochées dans sa tête au final, ça c'est sûr. Pourtant, moi j'avais vu un épisode d'Arnox à propos des Raiders où on l'avait vu dans sa vie de tous les jours, il avait l'air assez sensé, mais je pense qu'au-delà de ça, non, il y a des moments où tout se connecte pas bien dans sa tête, et puis bah voilà, il peut faire ce qu'il a fait là, faire sa diva au final et faire tout ce qui lui passe par la tête sans penser aux répercussions, et je pense qu'il pense même pas aux répercussions. Bruce Arians a dit durant la conférence de presse qu'il espérait qu'il aille bien parce que voilà, il a quand même accepté de le faire venir. Il dit qu'il a aucun regret d'avoir fait venir Antonio Brown. On rappelle qu'Antonio Brown a marqué un touchdown lors du Super Bowl, qu'il était sur plutôt une bonne saison. Il faisait partie des très bons receveurs. Flav, Bruce Arians sous-entend quand même que potentiellement il y a peut-être un petit problème mental du côté chez Antonio Brown parce qu'il lui dit qu'il espère qu'il aura l'aide nécessaire pour aller bien. Pour le coup, ce serait peut-être pas étonnant. Clairement, sa réaction d'hier inquiète sur sa santé mentale. C'est pas méchamment dit contre lui. C'est vraiment quand tu vois sa réaction. Visiblement sa version, c'est j'étais blessé et Bruce Arians voulait me faire jouer quand même des choses. S'il était blessé, que Bruce Arians veut le laisser jouer, il va voir Tom Brady, il lui explique le problème. Tu vas voir que le problème il va être très rapidement réglé parce que tu sais très bien que derrière, si Tom Brady va voir Bruce Arians en disant faut pas faire jouer Brown parce qu'il est blessé, il le fera pas jouer. Hein. Donc ça peut se régler très simplement ce genre d'affaire là. Il pète un câble tout seul, il s'en va, tu te demandes ce qu'il fait. Enfin, t'as l'impression qu'il vivait dans un autre monde, quoi. Limite, presque de la bipolarité, quoi. Il était passé sur quelque chose d'autre, tu vois. Et il a même pas pu être aidé. Il n'a même pas pu être aidé par Brady parce qu'il était sur le terrain. En plus, tu vois, on voit Mike Evans il s'est pas blessé entre deux jeux. Voilà, il s'est pas blessé entre deux jeux. Il le savait qu'il n'était pas forcément à 100%, donc il pouvait très bien le dire à la mi-temps. C'était juste à la reprise du troisième quart-temps. Tu vois, il pouvait en discuter dans le vestiaire, tout ça. Là, t'as l'impression que qu'il a craqué, tu vois. Et c'est ce qu'on s'est tous demandé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois. À quel moment ça a disjoncté? C'est pas la première fois qu'il disjoncte. C'est pas la première phrase que d'Antonio Brown. Ce sera
peut-être la dernière en NFL, mais j'ai bien peur, pas la dernière dans sa vie personnelle. Et clairement, il faut qu'il soit aidé, il faut qu'il voit des psys, et je sais même pas s'il y a des psys assez compétents pour gérer le problème Antonio Brown, parce que en entraîneur NFL, je vois personne pour le reprendre pour l'instant. Mika, justement, c'était ma question suivante. Là, il est coupé par les Buccaneers. Alors, il faut attendre encore 22 heures pour que ce soit officiel. Ouais. Il n'y a pas trop. Enfin, en conférence de presse, Bruce Arians n'a absolument pas dit qu'il allait le reprendre ou quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un va vouloir de lui maintenant, après la grève aux Steelers, le pied gelé et les frasques aux Raiders, sa sortie, enfin du coup on rappelle quand même qu'il a été inculpé d'agression sexuelle par sa compagne, il me semble, plus le statut vaccinal, le faux passeport vaccinal. Maintenant ça commence à faire beaucoup pour qu'une équipe se dise bon allez vas-y, on passe outre ça et on le prend. Alors, je reviens juste sur ce qui s'est passé là. On parle de la version de Brown qui dit voilà, les médecins ont dit qu'il n'était pas blessé et qu'il pouvait revenir sur le terrain. Arians a dit bah reviens. Lui disait qu'il ne pouvait pas revenir. Pour moi, ça c'est un détail dans toute cette histoire parce qu'en fait, on s'en fout quoi. Concrètement, c'est un fait de jeu entre un entraîneur et son joueur, comme il y en a toutes les semaines en NFL quand tu as 53 joueurs sur le bord du terrain. Je pense que là, ce qui est important, c'est surtout la réaction de Brown. C'est pas tellement est-ce que c'est Arians qui a raison ou est-ce que c'est Brown qui a raison sur cette histoire, parce que ça arrive toutes les semaines. Mais c'est plus sa réaction. Évidemment que ça peut faire peur à beaucoup d'équipes, ça c'est clair. Après, entre ce que tu peux gagner en Adam Brown et le risque que tu prends pour ton équipe, je pense que des franchises vont avoir envie de tenter le coup, évidemment. Je pense que sur toutes les équipes qu'il y a en NFL, certaines vont tenter. Maintenant, la question, c'est est-ce que lui a vraiment envie d'aller dans une autre franchise Est-ce qu'il a encore envie de jouer au foot, tout simplement Je pense que ça va quand même commencer à se compliquer pour lui parce que c'est vrai qu'il est cumul depuis qu'il est en NFL. Donc évidemment que ça sera moins simple parce que les équipes aussi savent à quoi s'attendre avec lui, donc forcément tu pars dans une situation dès le départ qui est un peu tronquée parce que tu peux pas, t'es obligé d'être très vigilant avec lui parce que tu sais qu'à n'importe quel moment il peut dégoupiller et soit te faire un truc en dehors du domaine sportif, soit carrément sur le terrain comme hier, et c'est quelque chose qui peut vraiment déstabiliser l'équipe. C'est un peu ce qu'on a dit dans notre article aujourd'hui sur l'aspect psychologique, c'est l'impact que ça va avoir sur tous les autres joueurs, parce que bon, là il fait ça, je dirais que ça fait une coupure nette, hein. Il sort du terrain, il est plus un joueur de Tampa Bay, mais tu peux avoir aussi d'autres événements qui peuvent arriver dans l'année à l'entraînement, qui peuvent arriver dans le vestiaire, etc. Donc on sait jamais en fait, c'est ça le problème. Maintenant, je reste assez convaincu qu'il y a des franchises qui vont tenter le coup. Ouais. Je vois pas pourquoi. Ça reste quand même un des meilleurs quand il est au top. Et voilà, c'est ça le problème. Enfin, c'est ça que c'est quand même. Non, c'est ça. Il faut le rappeler. Il est 4e sur la liste sur une saison en termes de yards. Il est 4e meilleur de tous les temps sur une seule saison au yard à la réception. Cooper Kupp peut passer devant dès la semaine prochaine, mais on parle quand même. Mais il a un vrai côté décisif en plus. C'est ça, il est décisif, il l'a montré l'année dernière, il a apporté beaucoup aux Buccaneers pour remporter le titre. Il a apporté beaucoup cette année, Mika. Est-ce que justement cette année, il va pas reprendre au final ce qu'il a apporté et coûter un potentiel Super Bowl aux Buccaneers? Le problème, c'est que évidemment, hein, son absence, elle va peser parce que c'était le 2e meilleur receveur cette année quand tu regardes le nombre de yards par match, le nombre de yards par réception. C'était vraiment lui et Godwin. Le problème, c'est qu'ils ont perdu les deux pour le coup. Donc là, ça va vraiment faire mal. T'as Fournette aussi qui est absent, donc il va revenir normalement courant janvier. Ça fait beaucoup d'absence, je trouve, pour les Bucks. Et c'est sûr que pour une défense, savoir que t'as Mike Evans et Gronkowski, c'est plus simple que quand t'as Evans, Gronkowski, Godwin, Brown, Fournette. Ça va.
Fournette et compagnie. Voilà, ça va un peu simplifier les choses défensivement. Donc, ouais, probablement que ça va pas aider. Et je pense que c'est une chose en plus de tout ce qui se passe en ce moment, des absences déjà qu'il y a du côté de Tampa Bay qui vont forcément peser une fois en playoff. Donc, ouais, ça, je sais pas si c'est 100% sa responsabilité, mais il aura certainement une part de responsabilité s'ils vont pas au bout. On sent de l'exaspération, pardon. Non, vas-y, Ouais, vas-y. On sent de l'exaspération dans l'équipe aussi. Comme Brady, il a quand même cassé une tablette. Il parle beaucoup aux arbitres. Enfin, les joueurs sont. Il insulte le banc des Saints. Ouais, il insulte. Ouais, voilà, tu te rends compte quelle horreur d'avoir fait ça. Alors, blague à part, il prend pas de pénalité pour taunting, alors que Matt Ryan en prend une hier. C'est ça. Oui. Mais c'est l'avantage d'être le GOAT aussi. Hein. Ça, voilà, c'est ça. Ça vient avec quelques avantages. Les passes droits du roi, en fait, c'est ça. Et après, je trouve quand même pas mal qu'on voit ce Brady-là. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus discret quand il était du côté des Patriots. Je trouve que c'est bien qu'il se montre un peu comme le leader de l'équipe, avec un peu aussi un certain caractère. C'est vrai je le trouvais quand même vachement discret à New England. Grave. Et d'ailleurs, on peut faire un lien tout de suite en se disant que chez les Patriots, ça doit être vraiment très 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 calme et gentil. Enfin, je dis dans l'organisation parce que Brown, il n'est pas resté très longtemps chez les Patriots. Alors, je sais pas s'ils ont vu clair rapidement dans le jeu du bonhomme. Mais à mon avis, de lui-même, il s'est dit c'est pas un endroit où je peux foutre le bordel. Là, hein. C'est beaucoup trop carré. Hein. Donc, à mon avis, soit il est parti de lui-même, ou soit Et Tom Brady, il était très très sage aussi. Et donc, il se lâche un peu plus chez les Bucks en termes de tempérament, en tout cas. Oui, et puis Brady, il a 44 ans, il a plus rien à prouver à personne. Donc, si tu veux casser une tablette, je crois qu'il en a mais rien à péter. Il s'en fout, très clairement. Autant à New England, oui, c'est pas qu'il fallait faire attention, mais voilà, Bill Belichick et toute l'organisation, on sait que tout est bien rond. On est à Boston, donc c'est différent. Aussi, il a grandi dans cette organisation, alors que là, quand il est arrivé à Tampa, il était déjà le meilleur QB de tous les temps, et il est venu avec ce statut-là. Alors que à New England, il a grandi comme le rookie. Et il a grandi dans cette organisation. Donc, c'est vraiment deux statuts différents, même après tous les titres. Ouais. Flav, par rapport aux Buccaneers, il y a beaucoup de blessés. Tout arrive un petit peu en même temps. On disait la semaine dernière que pour un champion, il fallait avoir aussi de la chance là-dessus. Et l'année dernière, ils avaient été extrêmement préservés. Cette année, c'est pas le cas. Ils savent pas quand est-ce que va revenir Godwin. Ils savent pas quand est-ce que va revenir Fournette. Ils viennent de perdre Antonio Brown. Hier soir, ils gagnent. Ça se joue à rien du tout. Heureusement que Brady fait un dernier drive sur 2 minutes de folie. Enfin, un drive à la Tom Brady. Ça commence à montrer des petits signes quand même assez inquiétants, je trouve, du côté de Tampa Bay, parce que il va falloir remettre en place une équipe au final, et ils ont pas trop de temps parce que dans 2 semaines, c'est déjà la wild card. Oui, et ça se trouve, ce sera contre les Saints. Et va savoir. En plus, ils sont obligés de placer les Saints à chaque fois. Mais il est obligé, il le fait. Mais non, mais c'est corporate, ça. Non, mais sérieusement. Je croyais qu'on parlait de football, mais bon. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui chez les Buccaneers ce soit la meilleure nouvelle qui arrive, tu vois. Ah non, je pense aussi. Je pense pas sûr que ce soit l'équipe qu'ils aient envie de jouer. Avec la grosse défense des Saints, en ce moment, la grosse défense des Saints. Je suis pas certain que ce soit la top confiance du côté des Buccaneers. Tu vois. Donc, pour en revenir à la question, le truc c'est que on disait depuis le début quand il y a eu les premiers blessés, quand Mike Evans s'est blessé et tout, on disait oui mais il y a encore du monde derrière. Godwin s'est blessé, oui mais il y a encore du monde derrière. Sauf que là il commence à plus y avoir personne derrière. C'est-à-dire que là s'ils ont encore 1 ou 2 blessés, offensivement ça va commencer à faire vraiment vraiment la tête. Ronald Jones hier a pas été formidable dans son jeu de course. Le'Veon Bell a été un peu meilleur, mais c'est pareil, c'est plus tout jeune non plus. Donc tu te dis, est-ce qu'il va pouvoir faire 3, 4, 5 matchs vraiment avec des très grosses performances? C'est pas certain. De toute façon, c'est pas Fournette. Voilà, et de toute façon, c'est pas Fournette. Donc voilà, tu vas pas remplacer Godwin, Fournette, Antonio Brown comme ça d'un claquement de doigts. Après,
dans un autre sens, je me dis Tom Brady, ça reste Tom Brady. Et en playoff et tout ça, bah, il est toujours capable de te faire quelque chose et d'aller chercher un match, quoi. Donc, après, il a fait honnêtement, un illustre inconnu sur la dernière passe, donc voilà. Voilà. Et puis attends, parce que c'était déjà lui qui l'avait servi juste avant dans le drive, pour remonter jusqu'aux 50 yards, c'était déjà lui. Donc il fait le drive avec lui quasiment. Hein. En 2 passes, il t'a remonté la moitié du terrain. Maintenant, sur tout un match de playoff, par exemple, aller jouer au Lambeau Field, aujourd'hui, avec leur effectif là, je ne crois pas une seule seconde aux Buccaneers. Non, c'est la défense qui va être la clé. Hein. S'ils récupèrent si vraiment leur défense tient la route, ça peut faire. Ouais, mais moi, elle m'inquiète quand même leur défense de temps. Mais moi aussi, hier contre les Jets, elle est pas sereine. Je me rappelle du match contre Washington. Si vous vous souvenez, en milieu de saison, là, à peu près, quand ils sortaient de bye week, c'était pas rassurant non plus. Je veux dire, franchement, les 2 dernières attaques qu'ils ont éteintes, c'est les Saints décimés et les Panthers sans McCaffrey, quoi. Forcément, ça va mieux, quoi, c'est sûr. Oui. Contre ce genre d'équipe, ça passe. Mais contre une équipe comme les Packers ou une équipe comme les Rams, je les vois pas forcément éteindre Stafford des Cup, hein, franchement. Alors, je voulais juste regarder contre qui il jouerait aujourd'hui. Si on s'arrêtait. Aujourd'hui, il jouerait les 49ers. Bah oui. Bertrand, est-ce que, à cet instant, la saison est finie, on a un Buccaneers 49ers. Est-ce que Tampa va être en mesure de, même s'il joue à domicile, de tout simplement juste gagner ce match, en fait? Ça va être toujours pareil, c'est-à-dire qu'est-ce que si je prends par rapport à la situation à l'heure actuelle, est-ce que les 49ers récupèrent ou non Garoppolo, est-ce qu'il joue? Parce que lui, il serait plus game manager que de avoir Trey Lance en QB starter, et à ce moment-là, tout miser sur un jeune. Bon, donc prenons l'exemple que Garoppolo est là et plus game manager. C'est ça. Comme la défense des 49ers est quand même, en termes de pass rush et en termes on va dire de défense globale, quand même une top défense à l'heure actuelle dans la ligue, et que Brady n'aime pas trop être mis sous pression en règle générale, si Bosa et consorts et Armstead arrivent à aller le chercher sur les sacs ou les plaquages, à ce moment-là, ça peut être un match qui peut être serré. Mais de l'autre côté, si les Buccaneers retrouvent également leur défense, et là, ils commencent quand même à avoir la plupart des joueurs qui reviennent petit à petit en défense, je parle, parce qu'ils perdent beaucoup en attaque, mais malgré tout en défense, ça commence à revenir. Ça peut être un match qui peut être très défensif. Donc là, je serais encore sur pas du 50-50, mais un 55-45 malgré tout, parce que à un moment donné, les 49ers vont être limités, je vais dire, par rapport à... Voilà, ils ont une très bonne équipe, mais il y a l'expérience quand même de Brady et l'expérience du Super Bowl qu'ils ont gagné l'année dernière. Donc ça, sur ce match-là, je dirais encore, il y a moyen que les Buccaneers passent. Après, au tour suivant, en fonction de ce que ça va être, là, ça va commencer à discuter, parce que ce ne sera pas la même chanson. Là, il va falloir que des deux côtés du terrain, en attaque et en défense, l'équipe de Tampa Bay soit bonne. Pas facile pour les Buccaneers là, parce que effectivement il reste juste un match. Bon, certes ils sont qualifiés, mais ils sont 3e, ils peuvent être 4e quand même. Ils peuvent terminer 4e. S'ils sont 4e, ils prendront les Rams ou les Cardinals. C'est sûr que ça va pas être évident. Et après, ils jouent Carolina au prochain match. Oui, bon. Ils jouent Carolina, mais bon. Oui, non, ce match-là, il y a pas de, c'est pas le. Ouais, non, mais du coup, ils finiront sûrement pas 4e ou 5e. Ouais. Ils finiront sûrement 2e ou 3e. 5e, oui, non, ils peuvent pas de toute façon puisqu'ils sont champions. Ils finiront 2 ou 3, quoi. 2 ou 3. Mais bon, on parle de momentum, on parle de chance aussi, et clairement, c'est pas forcément, ça sera pas forcément le cas pour ces Buccaneers avec tout ce qui s'est passé hier soir. Tiens, avant de passer à Matthew Stafford et aux Rams, c'est donc de passer de l'autre côté. Il est de retour ? C'est le premier. Il est de retour, quoi. Il est de retour. Je suis un peu obligé. Ah, ça y est. 3 janvier 2022. 2022. C'était juste le temps de trouver une question. Il avait pas plus dur que l'année dernière. C'est plus dur que l'année dernière ou pas ? Oh, ça sera toujours pareil. Hein. Alors là, ça sera toujours pareil. 3 réponses, 3 propositions de réponse. Non, aucune proposition.
Un Quelle est indice l'équipe en bas de votre écran. Pour vous qui nous regardez, chez vous. Top. Je suis. Je suis une équipe de NFL. Allez. Quelle équipe a remporté le plus de saisons avec 13 victoires lors de la saison? Oui. Sur toute l'histoire de la NFL. Sur toute l'histoire de la NFL. Quelle équipe a enregistré le plus de saisons à 13 victoires? Voilà. Si vous l'avez dans le chat et que vous qui nous regardez, mettez vos propositions pour aider mes chers collègues qui commencent déjà à bien réfléchir. Pas évident. Qu'est-ce que c'est cet œil, Flav Il y en a un. Mon œil. Il a un œil qui est parti par là pour un troisième écran. Ouais, c'est ça, pour un troisième écran. Non. Tu vois, j'ai mes mains là en plus. Voilà. Non. En plus, je sais que là, il est en train de réfléchir. C'est en train de. Oui. Même quand je réfléchis, je dois rester. Pas que je bouge, quoi. Impassible. Je suis suspect. Non, je réfléchissais parce que j'avais vu qu'il y avait une stat, mais ça a rien à voir et en même temps à voir. Ouais. C'était sur les équipes qui perdaient. Je crois qu'en AFC, il y a donc l'équipe qui sera championne a au moins 5 défaites cette saison. Et la dernière fois que c'était arrivé, l'équipe d'AFC était allée, c'était les Riders, je crois, et ils étaient allés remporter le Super Bowl, il me semble. J'avais vu passer ça comme stat. Voilà, donc voilà. Je réfléchissais avec le plus de victoires et je réfléchissais au nombre de défaites. J'ai vu ça sur ESPN tout à l'heure. Donc voilà. À quoi je le pensais, truc, c'est que déjà avant, donc c'est des saisons à 13-3 ou même 13-1 quand la ligue avait 14 journées du coup. Oui, tout à fait. Oui. Déjà, il y a un très bon raisonnement là. Non, mais il est intelligent. Hein. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Si. Mais non, mais je le confirme. Mais comment ça balance? C'est clair. Bon, on va voir ça. Attends, j'ai dit qu'il était intelligent et ça y est, ça va encore pas. Est-ce qu'on peut parler de Matthew Stafford? Oui, mais parce que hier soir. On a déjà débattu un peu hier. On a déjà débattu hier, effectivement. Enfin, on avait commencé. Hier, je sais plus qui est-ce que c'était sur le chat, je me demande, c'était pas Chimique, je crois, qui nous disait que il avait absolument pas confiance en Matthew Stafford parce que en playoff c'était 0 victoire pour 3 défaites. Et on a essayé de nuancer Mika le premier en disant attendez, on va voir le match de ce soir, comment ça se passe par rapport aux interceptions, etc. Mika, après le match d'hier soir. Mais je réitère ce que j'ai dit, le concernant. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment qu'on voit ce qu'il va pouvoir donner. Je pense pas qu'il va avoir réception par match durant tous les matchs qui restent de la saison. Donc, pour moi, je suis pas spécialement inquiet. Je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse ça maintenant plutôt que dans 2 semaines. Donc, c'est clair. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, pas particulièrement inquiet, surtout que ça gagne quand même du côté des Rams. Puis il faut pas oublier que ce sera pas le même contexte en playoff. On va arriver, la pression est pas la même, les non plus les mêmes. On monte encore d'un cran. Donc je sais pas. Il faut voir vraiment quand il va être devant la situation. Il le sait, de toute façon, il vient pour cette mission. Il doit gagner le Super Bowl avec les Rams. Donc j'imagine qu'il y a aussi une petite pression par rapport à ça. On l'attend là-dessus et non, très franchement, encore une fois, faut pas oublier quand même que c'est pas Rodgers, c'est pas Brady, c'est pas de cette trempe-là en fait. On est vraiment à un cran en dessous. Et donc, ce qui ferait un Derek Carr ou ce que fait même un Derek Carr des fois, c'est ce que fait j'ai pas d'autres exemples là, mais un Cousins par exemple. Cousins, ouais. Pour moi, on est là-dessus, quoi. On est sur ce type de quarterback, donc je suis pas spécialement étonné. Je trouve que c'est plutôt de son niveau. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'en playoff, il va être capable de ne pas le faire, en fait. C'est vraiment ça. Sachant qu'en plus, on le sait, il y a des gros clients en NFC, donc forcément, s'ils doivent taper les Bucks ou autres, il y a du monde, quoi. Donc ça va être un vrai défi pour lui cette année. Mais ouais, pas inquiet, quoi. C'est sûr que c'est pas Rodgers qui lance jamais une interception quasiment. Donc, C'est vrai. D'ailleurs, on parlait de stats tout à l'heure. Rodgers contre la NFC Nord, c'est 36 touchdowns et 0 interception en 2 saisons. Ouais.
en 2 saisons. Ouais, non, c'est... Ça vous c'est pose, le- ça Mais vous bon, pose c'est- de bonhomme. Hein. C'est l'extrême aussi, hein. C'est Rodgers, c'est Oui. l'extrême. C'est le mec qui a le meilleur Non, mais- ratio touchdown-interception. C'est vraiment l'extrême en NFL. Maintenant, moi, Stafford, ouais, c'est un très bon QB. C'est pas non plus, c'est pas non plus. On fera pas une pas Rodgers. légende sur Stafford. Ouais, mais- c'est pas. Non, ce mais niveau-là. c'est Mais pas je- Rodgers, je- c'est pas Joe Montana ou d'autres. Hein. Ça, c'est. Ouais, Je c'est suis ça, je suis d'accord je suis d'accord sur un certain point de vue de Mika, mais ce qu'il y a, c'est qu'on attendait malgré tout Stafford sur un autre élément et un autre niveau, un peu supérieur à Derek Carr et Cousins, comme tu les as cités. Et là, le problème, c'est que, enfin, moi, ce que je vois, c'est que là, il y a eu vraiment la preuve, en plus, au début du match d'hier soir, c'est qu'à un moment donné, je t'ai même envoyé un message, c'est qu'il a fait vraiment ce qu'on a décrit la veille à Tailgate, c'est-à-dire à un moment donné, il t'envoie une passe, donc que le défenseur, il y a pratiquement personne autour, j'exagère, mais le défenseur, il fait pouf comme une réception de receveur, quoi. Il apprend, et ça fait bien le 2e ou 3e match qui fait ça quand même. Au final, Ouais, mais au moment j'ai une, où il en question, fait- j'ai une Alors, question pour toi. je- J'ai une question pour toi. On a démarré en milieu de saison, pardon. Il a enchaîné 3 matchs où il a lancé 5 interceptions. Et c'est d'ailleurs là que les Rams ont perdu 3 matchs de suite, de mémoire. Et à ce moment-là, on parlait quand même de Stafford, qui avait déjà lancé pas mal d'interceptions en début de saison aussi. Il en avait 4. On parlait de Stafford comme un candidat au MVP, comme tout ça. Donc, C'est vrai. Oui, mais alors on en certes, parle on maintenant. se rapproche du moment décisif et des playoffs. C'est ça. Et c'est pour ça que la discussion arrive à ce moment-là, parce qu'on arrive sur le moment playoff, on arrive sur le moment où c'est un joueur où on ne sait pas comment il va se comporter dans des matchs décisifs qui vont arriver. Et c'est là que, tu l'as très bien dit aussi, c'est là qu'on attend de lui malgré tout, et c'est pour ça que les Rams ont misé sur lui, qu'il fasse passer un cap à cette équipe, qui sont allés chercher en plus différents joueurs qui normalement, sur le terrain, doivent te faire passer un cap en playoff. Donc, Ouais, mais le cap. c'est juste qu'il a prouvé malgré tout avec ce qu'il a fait hier soir qu'il y a une faille, pas une faille mentale, parce qu'il est quand même fort, il est quand même très très fort. C'est un super quarterback, faut pas dire le contraire. Mais il a quand même montré hier une petite faille à un moment donné qui fait que il est capable d'envoyer une saucissonnade comme Cousins à certains moments. Donc, et ça en playoff, ça va pas pardonner. Alors bien sûr, un Moi, je vais te quarterback dire- ne peut pas ne pas envoyer d'interception du tout. Si on a le cas Rodgers, mais c'est à l'extrême. Mais je veux dire, ça arrive à tous les quarterbacks. Mais là, il y a quand même une certaine fébrilité. Je vais dire le mot, peut-être fébrilité, peut-être pour nuancer les propos. Voilà. Est-ce Et- que, juste avant Mika, que Non, vas-y. que tu enchaînes, j'aimerais qu'on rappelle qui les Rams avaient comme quarterback l'année dernière. Tout à fait. Celui qui est aux Lions maintenant. Le mec qui aujourd'hui est aux Lions. Et qui avait amené les Rams jusqu'au Super Bowl. Pas l'oublier non plus. Ouais, bien sûr. Et il n'avait sûr. pas OBJ. Et il n'avait pas Von Miller. Et il n'avait pas... Enfin si, il avait Cooper Kupp, mais pas à un niveau... Il y avait Gurley, il avait quand même Gurley, Donald, il y avait quand même des super joueurs, hein, D'accord. malgré tout. Puis ils Je nous vais ont voir fait où un je vais en super venir. Super Bowl en plus. Et ils ont fait un super... Ouais, c'est vrai que le Super Bowl a été. Tu vas voir où je veux en venir. Jared Goff a amené cette équipe au Super Bowl. Ils auraient Ouais. potentiellement pu le gagner. Le mec se barre, donc on peut dire il les a amenés au Super Bowl, c'est quand même un très bon quarterback. Enfin, les quarterbacks qui amènent leurs équipes au Super Bowl, généralement, c'est pas des peintres. Pour reprendre une certaine L'expression du coin. Une expression du coin. Le mec se barre, donc tu te dis, bon, bah, c'est quand même un super quarterback. Donc, même s'il va au final dans une équipe moyenne, il peut peut-être faire quelques trucs. Est-ce qu'on peut parler de la saison de Jared Goff aux Lions ? À l'inverse, Stafford arrive d'une équipe en bois à une équipe en or, pour vraiment faire Normalement, ouais. normalement en or. Il n'a pas de bol parce que son meilleur running back s'est blessé en début de saison. Au final, Mika l'a dit, milieu de saison, le premier nom qui sortait quand on parlait de MVP, c'était Matthew Stafford. Aujourd'hui, Peut-être trop rapidement, quand même. de toute façon, Parce qu'il c'est y toujours avait trop peut-être pas rapide. De d'autres, toute façon, performances. c'est toujours trop Ouais. rapide en milieu de saison. C'est toujours trop rapide de sortir un nom pour le MVP parce qu'on ne sait pas ce qui peut. On sait pas ce qui peut se passer. Je pense que moi, je reste convaincu que Stafford est un très bon quarterback et je rejoins Mika. J'ai été volontairement un peu tatillon
pour que Mika réponde, mais Il y a encore 2 trucs. je sais que tu as encore des trucs à dire. On verra à partir de la wildcard qu'ils jouent les Cardinals ou qu'ils jouent les Niners ou qu'ils jouent le dernier qualifié. C'est là où on jugera. Si les Rams se font sortir, oui, on pourra tomber sur Stafford, mais comme vous voulez. Et je serai le premier à dire, vous aviez raison, au final Stafford, c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Il y avait peut-être pas tout ce qu'il fallait autour. Maintenant, si on revoit les Rams au Super Bowl, ce qui est pas déconnant. c'est pas déconnant non plus. Enfin, s'ils y vont, on possible. sera pas tous là en se disant mais c'est quoi cet exploit. Et ben tout le monde pourra peut-être changer d'avis en se disant ah ouais mais en fait Stafford il a quand même réussi à mener ça. Et hier c'est quand même alors bon c'est Von Miller et OBJ qui offrent la victoire, mais le drive pour le touchdown vainqueur c'est quand même lui qui le mène. Un quarterback moyen jamais il fait ça. Jamais il le fait. Mika. Moi j'avais 2 trucs. Le premier c'était la semaine prochaine, peut-être que Cup va devenir le receveur qui va avoir les 2 records, donc yards sur une saison et nombre de réceptions. Évidemment, il le doit clairement aussi à Stafford, et sans Stafford, la preuve, il l'a pas fait avant, donc il lui fallait aussi Stafford pour le faire. Donc on dira Super Cup, mais aussi Super Stafford. Et l'autre chose, Stafford a 15 interceptions lancées cette année. Est-ce que vous savez combien Josh Allen en a ? Oh, il en a beaucoup plus. Ouais, 15. Il en a beaucoup plus. Il en a le même nombre, Ah non 15 pour le coup. Il en a le Ouais. même nombre. Moi, j'aurais pensé un peu plus. Tu vois. Tu vois, bah ouais, Herbert 14, Burrow, Carr 14, Mahomes 13. Tout ça pour moi, c'est tiens quoi, je veux dire 14, 13, Oui, 15. Une ou deux, c'est pas ça qui change. Donc très franchement, quand je vois un Stafford à 15 et un Josh Allen à 15, alors oui, Ouais, Josh Allen, on le je- sait, il a eu un passage à vide aussi dans la saison cette année. Donc pour moi, On sur va laisser l'ensemble Flav de la parler. saison, Non mais Ouais. moi je suis pas dans le truc en disant là, que tu as tort ou que j'ai raison ou inversement, puisque de toute façon pour moi on n'est pas que Mika a raison. Ouais. On n'est pas dans un sport où, comme en NBA, il y a 7 matchs à un moment donné dans des séries. Ça va se jouer sur un match à un moment donné en play-off, et c'est ce jour-là où T'es il bon ou va t'es pas bon. falloir être bon. mais Voilà, Charles l'a exactement. dit, les playoffs vont nous donner le verdict. Hein. Ce Exactement. sera juge de paix, les playoffs. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres quarterbacks qui ont des interceptions, et c'est vrai que le Josh Allen est un très bon exemple aussi, puisqu'on l'attend à amener les Bills jusqu'au Super Bowl, évidemment. Malgré tout, Stafford, personnellement, je sais pas, c'est un feeling que j'ai à ce moment-là quand je le vois jouer. Je le sens pas serein au moment où il envoie ses passes qui sont interceptées. Et je te dis, bon, bien sûr, quand je t'ai envoyé le message, c'était pour être taquin et dire, voilà, je chambre. Mais au final, c'était pour dire, là, ça prouve bien à peu près on a dit hier. Voilà, il fait le match, il démarre, bim, en plein dedans, sur ce qu'on a dit. Donc, ça prouvait également un peu ce qu'on argumentait. Mais je reste persuadé que sur un match, ou 2, 3, puisque pour aller jusqu'au Super Bowl, c'est jouable avec l'équipe qu'il y a là. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il me donne tort, pour le coup, parce que comme ça, au moins, je me dirais, ouais, c'est un super mec, et au final, il a enlevé cette fébrilité qu'il pouvait montrer durant les matchs. Voilà. Et je redis juste, c'est ma dernière phrase, ce que j'ai dit hier, les Rams n'ont pas fait venir Stafford pour qu'il soit le Rodgers de l'équipe. Ils l'ont fait venir parce qu'ils ont une super équipe et ils pensent gagner vraiment en tant qu'équipe avec une très grosse défense, avec une attaque qui tient largement la route. Et Stafford, c'était en fait l'élément plus, on va dire, pour venir porter cette équipe, lui donner ce qui lui a manqué peut-être avec Goff pour gagner le Super Bowl. Après, entre-temps, Von Miller, OBJ sont arrivés, mais au départ, c'était plus ça. Donc, c'est pas comme si tu fais venir un Russell Wilson ou un Aaron Rodgers où tu te dis, c'est vraiment là, ça va être ma star et lui va me faire gagner le Super Bowl. Non. Là, ils cherchaient le petit élément qui leur manquait. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Flav,
Oui, Parce qu'on t'a très pas- rapide, on t'a- très rapide. On t'a pas Alors, entendu je- là-dessus. Très rapide. Oui, alors que tellement c'est bien quand débat. même la semaine dernière, c'est moi qui avais demandé le débat en plus sur Stafford parce que je l'avais vu jouer. T'as vu, Non, mais- Mika, c'est lui qui lance les trucs pour nous. Ben non, mais Chauffer. blague mise à part, j'ai très peu l'occasion en fait de voir un match en entier d'une équipe, tu vois, sauf les Monday Oui. Night Football, les Sunday Night Football. Généralement quand c'est dans la red zone, je regarde le truc. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais regardé Rams Vikings en entier. Et ça m'avait choqué. Alors, je vais mettre tout de suite un truc au clair. Pour moi, Matthew Stafford est un très bon, voire un excellent quarterback. Ça là-dessus, il y a pas de doute. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas son nombre d'interceptions. C'est là où il les fait. Ça fait quand même 3 interceptions sur les 2 derniers matchs qu'il concède dans ses 20 derniers yards. 3 interceptions dans ses 20 derniers yards. Tu fais ça en playoff, même une fois, ça suffira. Il n'y a pas besoin de 3. Une fois, tu balances une interception dans tes 20 yards, bah, ça fait pick six, quasiment. De toute façon, c'est le roi du pick six cette année. Eh ben ouais. Et Oui. C'est vrai. Non, mais juste pour la stat. C'est des interceptions. Qu'il en balance 15 quand il est à 40 yards de la ligne adverse, à la rigueur, bon, il faut remonter tout le terrain. Mais qu'il les balance dans ses 20 yards, et surtout celle qui balance, moi c'est surtout ça, c'est que franchement les 2 interceptions, et encore celle d'hier qui est lancée dans ses 20 yards, t'as l'impression que c'est presque facile pour les défenseurs, si bien que j'ai perdu son nom et il m'excusera, mais le défenseur qui a intercepté les 2 fois, le défenseur des Vikings, avait fait une interception dans toute sa carrière avant. Les 2 qu'il a faites contre Matthew Stafford, parce que tu avais l'impression que ça lui tombait dessus, enfin voilà quoi, il était là placé au bon endroit, tu vois, c'était même pas volontaire quoi, c'est pas un cornerback qui a coupé la trajectoire ou quoi que ce soit quoi, c'est vraiment des interceptions mal lancées. Après, à côté de ça, les Rams se gagnent, c'est tout ce qu'on leur demande, hein. On n'en demande pas plus, hein. Les Rams se gagnent, donc à partir de là, le débat il est clos. S'il balance 2 interceptions par match, mais qui fait gagner le Super Bowl, bah voilà, fin du débat. Hein. Il n'y a même pas, besoin d'aller plus loin. On lui tombera jamais dessus. Hein. On lui tombera jamais dessus si ça gagne de toute façon. Non. Mais bien sûr que non. Et pour l'instant, les Rams se gagnent. Et je fais juste un petit mot sur les Ravens, parce que j'avais dit tout à l'heure que je voulais en faire un. Quand même, une petite pensée pour eux et leurs supporters, parce qu'ils ont quand même eu une saison vraiment pourri. Et quand tu regardes qu'aujourd'hui, ils vont être probablement pas en play-off, ils ont encore une mini-chance, ils ont 4%, je crois, de chance, 3% de chance d'être en play-off. Ils n'y seront certainement pas. Et quand tu vois que même avec un nombre de blessés incroyable, tous les vents contraires, ils arrivent à perdre des matchs. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont perdu 4 de 2 points ou moins. Tu te dis quand même, c'est quand même terrible. Ouais, ils perdent à chaque fois d'1 ou 2 points, les gars. Ils pourraient avoir un bilan quasiment qui les placerait en 2e ou 3e place de l'AFC. Quoi. Non, alors hier, pour les paris, c'était quand même pas trop mal. Hein. Oui. Mais j'avoue. Oui, mais on avait proposé, si vous avez pas vu, on avait proposé Cooper Kupp et les Rams gagnent. À part le match contre Cincinnati où Joe Burrow a vraiment été, a vraiment laminé les Ravens. À part ce match-là, ils ont toujours été tout proches de la victoire, malgré tous les blessés, malgré tout ça. Ouais. Et tu te dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment un coup de pas de chance pour eux. Quoi. C'est clairement, il y a ça aussi. Quoi. On disait pour les Vikings, ils perdent 7 ou moins à chaque fois, mais maintenant, on peut dire pour les Ravens, c'est vraiment pour le coup. C'est 2 ou moins, c'est clairement 1 ou 2 points. Et ça restera ce que les Américains aiment bien faire, les what if. Ouais. Si les Ravens avaient été à pleine puissance cette année, qu'est-ce que ça aurait donné au final? Et je suis persuadé que déjà, ils seraient dans les 3 premiers AFC. Hein, ils seraient dans les 3 premiers. Et je pense que le duel avec les Bengals aurait été absolument incroyable. Koussabis qui nous demande si on a débattu sur les Cowboys. Non, c'était pas prévu forcément au programme. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les Cowboys parce que effectivement la défaite d'hier soir remet des doutes sur cette équipe de pouvoir performer quand il le faut. Maintenant, Kyler Murray adore les AT&T Stadium, donc. Ouais. Et ça fait 2 fois que quand ils font des grosses perfs offensives derrière, ils se foirent, les Cowboys quand même. Hein. Ça fait 2 fois cette saison. Et je crois que si la saison en restait là, ils joueraient les Cardinals en wildcard.
À l'AT&T c'est- en plus. À l'AT&T Stadium, donc je suis pas sûr que Kyle Murray doit être comme ça. Comme quoi le coup des cards à l'extérieur, on l'avait dit, Tu l'avais c'est dit. vérifié. Ouais. Hein. Effectivement, tu l'avais dit. Tu l'avais dit, ça s'est vérifié. Donc non, les Cowboys, on en reparlera à un autre moment parce que ce soir, il y a quand même une affiche et on va clôturer avec ça. Les Browns qui se rendent à Leeds Field pour affronter les Steelers, c'est un duel de division. Les Browns n'ont plus rien à jouer. Les Steelers ont encore une petite chance d'accrocher les playoffs, mais aussi Flav, c'est peut-être la dernière de Ben Roethlisberger à domicile. Ouais, et on se demande Ta pourquoi dernière, il me... en fait. Bel hommage. Et on se demande bien pourquoi je te demande ça. On se demande pourquoi il me lance sur Ben Roethlisberger. Non, mais au moins on peut s'attendre à ce que Roethlisberger fasse un petit match sympa. Il reste quand même sur une performance difficile là, contre Kansas City. Ça fait 3-4 matchs qu'il a du mal à dépasser les 220, 230 yards à la passe. Je pense que ce soir, il va essayer un peu de se faire plaisir, surtout que l'enjeu de l'AFC Nord a un petit peu perdu de son éclat hier, puisque les Bengals maintenant sont champions de division, donc les Browns n'ont plus rien à jouer. Les Steelers peuvent techniquement encore être en playoff. Ils ont 6% de chance exactement d'être un en miracle playoff. qu'il leur faut pour. Voilà, il leur faudrait un miracle, et c'est là qu'on va peut-être parler un jour du match nul entre les Lions et les Steelers. Parce que s'il y avait eu victoire ce jour-là, tu vois, what if, et ben là, ça serait différent pour le match de ce soir aussi. Mais voilà, la saison est ainsi faite. Non, moi je m'attends à une bonne performance de Roethlisberger. Après, souvent l'AFC Nord, c'est des matchs quand même assez durs physiquement. C'est des matchs avec peu de points, c'est des matchs, voilà. Il y a certes le White Hart Jane de l'année dernière, le 48-37, c'est ça, des Browns contre Pittsburgh. C'était d'ailleurs la première victoire des Browns depuis perpète d'années au Heinz Field. Voilà. Est-ce qu'ils vont le refaire ce soir? C'est pas certain. Est-ce qu'ils vont gâcher la fête de Ben Roethlisberger? Hier, on a peut-être eu la dernière de Russell Wilson à Seattle, dans le stade de Seattle. La fête n'a pas été gâchée. Je pense qu'ils vont tout faire ses coéquipiers vont tout faire pour faire une belle dernière sortie à Big Ben. Mika, ce soir, le jeu de course va être prédominant de chaque côté, au final, entre Nick Chubb chez les Browns et Najee Harris chez les Steelers. Alors, en fait, ça va être les défenses qui vont être le juge de paix de ce match. Ouais, alors ça va être les défenses, c'est clair. Pour moi, il y a un élément qui va être la clé, ça va être aussi l'entrée que les Steelers vont faire dans la rencontre. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont pris un 114-19 au score sur la première mi-temps. Juste pour donner quand même leur façon d'entrer dans les rencontres. Attends, sur 6 matchs, on dit que les Patriots, ils ont du mal à démarrer les matchs, mais alors là, les Steelers, c'est encore pire. Hein. C'est même plus d'une ça dizaine, fait 19 points, ça fait main. 19 points par match. 19 points par carton. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'ils vont être capables de rentrer directement dans le match. Après, Harris, je suis d'accord. Sur la course, oui, mais en fait Harris, il a cette double fonction, c'est qu'il réceptionne aussi très bien. Donc je pense que Big Ben va vouloir se faire plaisir. Je pense qu'il va tenter beaucoup ce soir parce que voilà, c'est certainement son dernier match là-bas. Donc je pense qu'il va vouloir faire une sortie aussi un peu à la Wilson. Donc je m'attends à quand même pas mal de jeux de passe aussi de son côté. Et pas côté difficile à dire, il joue plus rien. Soit ça se lâche et c'est un feu d'artifice. Ils sont vraiment nuls et du coup, il va rien se passer. Bertrand, comment tu vois le déroulé un petit peu de cette rencontre ce soir? Déjà un peu surpris évidemment par rapport à la tournure de l'AFC Nord, on en a déjà parlé, donc je sais plus si on devrait revoir un peu ce qu'on avait fait comme je crois que j'avais mis les Ravens, il y a des choses qui devaient passer après Mika et Charles, je ne me souviens. Oui, évidemment. Mais... Enfin, c'est qui le roi du prono? Ouais, mais voilà, enfin bon. Après, moi, je sais que j'avais mis les Ravens, donc voilà. Et au final, quand on voit la position des Browns, c'est vrai qu'il y a une petite déception. Alors, il y a pas mal de faits, des blessures et autres, bien sûr, mais pour le coup, c'est un peu surprenant. Là, je dirais, comme sur les derniers matchs, et Mika l'a très bien dit aussi, on a
je pense, une équipe qui va vouloir faire plaisir à son quarterback. Et en règle générale, c'est quand même quelque chose qui est important pour les joueurs NFL. Ils se donnent à fond. Donc, comme en plus les Browns n'ont pas forcément foncièrement plus grand-chose à jouer, peut-être que les Steelers, justement, avec ce regain d'énergie et cette envie et cette intensité qu'ils vont vouloir mettre sur l'ensemble de l'équipe, ça va matcher, quoi. Surtout que bon, il n'y a pas d'absence notable. Tous les joueurs sont là pour la plupart, donc ils retrouvent un groupe quand même dans son ensemble, et même en défense, c'est pareil. Donc voilà, moi je vois bien les Steelers aller et emmener Roethlisberger sur une belle fin, tout du moins pour ce match-là. Sur une belle fin, ça fait tellement. Et oui, ça n'est pas dit. Bah ouais, mais c'est ça, il va rejoindre. C'est malheureux de dire belle fin, mais c'est un peu ça, quoi. C'est tellement malheureux de voir dans l'état où il a fini, quand même. Voilà. Ouais, il rejoindra les étoiles du Icefield. Un petit prono, du coup, pour ce match de ce soir. Steelers, je vais rester fidèle à mon pronostic mais bon, un match âpre quand même, mais je pense à aller 20-17, allez. 20-17, on va dire. Très serré, malgré tout. Parce que les Browns ont quand même une défense milieu de tableau, premier tiers de tableau, que ce soit à la course, passe contre la course ou contre à la passe, si j'y arrive, ou défense à la passe, donc ça va être assez serré, je pense. Flav. 24-9 Steelers. Mika. 25-20 Steelers. C'est bien fait constant par rapport à ce que tu nous as dit en antenne, c'est parfait. Ouais, j'ai failli changer, mais j'ai dit non, je vais rester sur la même chose. Juste un truc, il y a gros duel quand même entre Myles Garrett et Watt, un duel à distance sur les deux lignes défensives quand même. Et moi, je pense Robert Quinn, il est vraiment premier au sac globaux, alors enfin. Avec 18, oui. Ouais, avec 18, si je me trompe pas, c'est ça. Avec 18, donc, il me on n'en parle pas, on parle toujours de Watt et de Garrett, mais on n'aborde jamais le sujet. Je crois qu'ils en ont moins. Il me semble qu'ils en ont moins, les deux. Ouais. Il me semble qu'ils en ont moins. Moi, je pars sur 17-10 Steelers. Ouais, Watt et quel temps va faire 17,5, ouais, c'est ça. Ouais. Quel temps va-t-il faire Flav Weinstein? Il fait pas moche. Je te préviens. Il fait pas moche, ouais. Enfin, il fait nuageux, mais il fait pas moche. Il fait pas moche du tout. Attends, je regarde en une seconde. Ça me prend vraiment une seconde. Parce que... il fait froid, mais bon, ça fallait s'y attendre. Il fait moins 1 degré, mais il fait plutôt beau et pas trop de vent. Ça reste plutôt pas mal. En tout cas, au Lambeau, ça a été fidèle à sa réputation. Tu voyais la fumée qui sortait du front de Seven, là, c'était laisse tomber, quoi. Alors, dans 15 jours, vous allez voir. En sac, c'est Robert Quinn à 18 et TJ Watt est à 17,5. Ouais. Donc TJ Watt peut passer devant ce soir. Et après, c'est Myles Garrett, Nick Bosa et Trey Hendrickson pour la suite. Voilà. Pas mal. On va prendre une dernière question avant que je vous donne la réponse au quiz. Bruno USA qui nous demande faut-il pénaliser les équipes qui vont bench leur starter en week 18? Il a peur que les Cowboys y bench. Moi j'ai un problème pour ma fantaisie, donc oui. il tremble, il se dit si jamais il met Dak Prescott sur le banc, c'est jamais. Il en peut plus pour Bruno. Il y a que 9 yards d'écart entre les Cowboys et les... oui, pardon, 9 points. Il y a 9 points entre... Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Bruno USA a un pari long terme sur les Cowboys sont la meilleure attaque de la NFC ou de la Ligue? Non, de la NFC. La NFL. La NFL, voilà. Et pour l'instant, ils ont 9 points d'avance sur les Buccaneers. Voilà. C'est une jolie cote. Oh oui, très jolie cote. Il va nous dire à combien. C'est 28. Non mais attendez, parce que j'ai un vrai problème sur la fantasy. Je suis en finale et mon QB c'est Rodgers. C'est qui ton QB? C'est Rodgers. Rodgers. Comme on est premier. Oui. Effectivement. La question. La prochaine fois, prends Trevor Siemian et puis tu seras tranquille. Au moins, t'es tombé, c'est sûr. Je crois qu'il est encore dispo.
Ou Mike Glennon. Mike Glennon. Je vais aller le chercher, t'as raison. T'as vu les stats de Mike Glennon, Charles? Je crois qu'il y a de quoi s'enterrer vivant, hein, parce que là... Non, mais... Laisse. Allez. Joe Judge est Parlons de foot persuadé américain, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Il est persuadé que les joueurs le vénèrent et lui demandent absolument de rester. J'ai un petit peu de mal à croire ce genre de truc. Mais bon, on va parler d'équipes qui gagnent beaucoup. La question d'aujourd'hui, c'était quelle équipe a enregistré le plus de saisons à 13 victoires dans l'histoire de la NFL. Steelers. Dallas. Allez, Dallas, moi je... Dallas Steelers. pour Flav, Steelers pour Bertrand, Packers pour Mika. Ouais, tiens. Non mais Une vieille good guess, équipe. hein. Qui a fait saison. Ouais. Good guess. Et les trois vous avez vu juste, mais enfin vous avez eu la bonne, le bon raisonnement, mais non. Arizona. Donc, je commence 2022 sur une victoire. Yes. C'est les 49ers. Ce sera la seule de l'année. Ah ouais. Ah, purée. Ouais. Ce sont les 49ers avec 10 saisons à 13 victoires. Ah, là. Pas mal. Ils sont ici, en plus, j'aurais dû le dire. C'est vrai qu'on a tendance à... Mais good guess, hein, les Packers ou les Steelers, c'était plutôt bien vu. Merci Mika, merci Bertrand, merci Flav. À tous. Merci à toi et merci à tous. Merci sur à le vous Comme tous. d'habitude. On se retrouve dimanche. Dimanche pour le dernier tailgate Red Zone. Il y a- Le dernier mais il y a tailgate before de la Red Zone. Il y en a samedi. Il y a pas des matchs Si, samedi. Pardon. Samedi, il y a les Chiefs. Moi, j'ai Samedi. coupé. J'ai dit samedi. Il y a un match 2 matchs samedi. samedi. Ouais. Donc on se retrouve samedi pour parler de NFL dans Tailgate sur la chaîne Twitch de The Free Agent. Merci à vous tous de nous avoir suivis et passez une bonne soirée. Si vous regardez le match, amusez-vous bien. En attendant, ciao ciao. Salut. Ciao.